Chaque être est libre de ses choix. C'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Nous pouvons les guider et les soutenir, mais nous sommes les seuls maîtres capables de décider vers quel chemin nous diriger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, chère contradictrice. Par ces mots, Joëlle Laurencin, auteure française, fait ressortir l'importance du libre arbitre. Elle le définit comme la liberté de choix. Des choix anodins de tous les jours aux choix les plus conséquents, comme ceux du jury d'un concours d'éloquence, par exemple. Le libre arbitre est en effet l'entière liberté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir, selon sa volonté. Par extension, c'est l'absence de contraintes. Notre libre arbitre nous permet de faire des choix, d'émettre un avis et d'échapper à la détermination. Mais peut-on refuser l'héritage que l'on nous a transmis ? Il est évident que oui, on peut refuser l'héritage que l'on nous a transmis. Mais avant de vous le démontrer, définissons les termes du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que l'héritage ? L'héritage est une notion polysémique qui renvoie au bien acquis ou transmis par voie de succession, mais également à ce que l'on tient de prédécesseurs, de générations antérieures. Ensuite, refuser signifie ne pas accepter ce qui est proposé, mais aussi ne pas adhérer à quelque chose, le rejeter. Enfin, peut, du verbe pouvoir, est avoir la capacité, la possibilité, les moyens physiques, matériels, techniques de faire quelque chose. En ce sens, oui, chacun a la possibilité, la capacité de refuser l'héritage que l'on lui a transmis. Sans plus attendre, ma plaidoirie vous montrera que toute forme d'héritage peut être refusée. Dans un premier temps, je vous montrerai que la transmission d'un héritage peut être refusée fermement. Puis, dans un second temps, qu'il est possible de ne pas accepter un héritage pourtant imposé. Tout d'abord, il est possible de rejeter un héritage. Premièrement, c'est en ce sens que va la loi lorsque l'on définit l'héritage comme les biens acquis ou transmis par voie de succession. En effet, le Code civil, et notamment son article 804, dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. On en déduit qu'il est envisageable de renoncer à une succession, à un héritage. J'imagine déjà ma contradictrice me rétorquer qu'il est rare de ne pas accepter une succession. C'est sûrement parce que vous n'êtes pas la fille d'un individu croulé sur les dettes. Mesdames et messieurs, j'espère que moi non plus. Mais il arrive effectivement des situations dans lesquelles un acte de renonciation est signé chez le notaire, par crainte de devoir supporter les dettes du défunt. Alors oui, il est possible de refuser l'héritage transmis dans le cadre d'une succession. Deuxièmement, il est également possible de refuser l'héritage quand celui-ci désigne ce que l'on tient de prédécesseurs, de générations antérieures, sur le plan du caractère, de l'idéologie. En effet, l'héritage n'est pas soumission ou passivité. L'héritage est une continuité pouvant être freinée, voire même abandonnée. Et heureusement d'ailleurs. On ne choisit pas son héritage, mais on peut choisir de le refuser. Pensez-vous que les Allemands ont accepté l'héritage du nazisme ? Pensez-vous qu'ils souhaitaient hériter de cette idéologie ? Pensez-vous même qu'ils souhaitaient reproduire les erreurs du passé ? Non. Les Allemands ont refusé l'héritage du nazisme. Non, le peuple allemand n'est pas fier de cet héritage. Non, le peuple allemand a fait le choix de ne pas transmettre une pensée aussi cruelle. J'attire votre attention, mesdames et messieurs, sur la nécessaire distinction entre refus et oubli dans ce cas précis. Le peuple allemand, porteur d'un terrible poids, n'a pas oublié ce qui s'était passé. Comme le monde entier, ils ont un devoir de mémoire, mais ont seulement choisi de ne pas transmettre cette idéologie. Troisièmement, l'héritage est tout ce qui est transmis par les générations précédentes, l'héritage d'un art, d'une culture, de tradition. Il est effectivement possible pour l'élève de refuser l'héritage de son maître. Chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre les techniques enseignées par un mentor. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de penser à sa guise. Ainsi, Maupassant aurait pu, une fois les conseils de Flaubert assimilés, décider de se détacher, de les ignorer et de les rejeter. Je vous l'accorde, avec des scies, on referait le monde. Mais si c'est avec des restaurants et des musées, alors pourquoi pas ? De plus, le fait que certaines traditions n'aient pas perduré au fil des générations est la preuve qu'un héritage transmis peut être refusé. Prenons un exemple. La France est historiquement un pays catholique.
Même si cette religion reste majoritaire, elle est devenue périclite. Les chiffres fournis par l'Église le montrent. Le nombre de baptêmes en France a diminué de 61% entre 1980 et 2018, quant au mariage catholique, de 74% sur la même période. Cette diminution, ce désintérêt pour les traditions de nos aînés, montre bien qu'il est possible de s'éloigner de l'héritage transmis. Chacun a donc la possibilité de refuser l'héritage qu'on lui a transmis. Je pourrais m'arrêter maintenant, mais c'est avec joie que je vais continuer. J'espère que vous partagez mon enthousiasme, chère contradictrice. Je vais maintenant vous montrer que même les héritages ne pouvant pas être refusés peuvent ne pas être acceptés. Cette antithèse, semblant tout droit sortie d'un discours de Fabrice Lucchini, comporte une nuance essentielle. D'une part, il est possible de refuser l'héritage génétique que l'on nous a transmis. Évidemment, il ne s'agit pas de décliner à ses ascendants l'offre de certaines maladies ou de problèmes héréditaires. Cela serait plus simple, certes, mais la génétique ne fonctionne pas ainsi. Par refus dans cette hypothèse, j'entends un rejet, une inacceptation. L'héritier des gènes peut ne pas accepter ce qu'on lui a transmis. Il peut le nier, ne pas assumer son héritage. On connaît tous quelqu'un atteint de diabète, maladie chronique, qui demeure un bon vivant, ne se privant ni de fumer, ni de boire, et ce, de façon déraisonnable. Quelqu'un qui se voile la face, qui refuse l'héritage gentiment transmis par ses aînés. D'autre part, il est également possible de refuser l'héritage des traits physiques que l'on nous a transmis. Cet argument n'aurait pas été valable il y a encore quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, grâce au progrès de la science, il est possible de modifier les traits physiques transmis par les générations antérieures. En effet, Kim Kardashian n'est pas naturellement aussi bien gâtée par la nature. La chirurgie esthétique permet aujourd'hui de renier son apparence physique transmise par les gènes. Elle permet d'atténuer un complexe et aussi de faire de la télé-réalité. Enfin, le terme héritage peut désigner un héritage familial, transmis inconsciemment. Les secrets de famille, les non-dits, sont en effet cachés dans l'inconscient et dans l'histoire familiale. Mais connaissez-vous vraiment votre famille ? Les secrets de famille sont un héritage transmis de façon involontaire. Par exemple, tout ce qui se passe dans la vie intra-utérine a des conséquences sur l'enfant à devenir. Mais cet héritage peut être refusé. On peut décider d'ignorer le passé, de faire comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'était arrivé. Une paternité cachée peut avoir des effets sur l'enfant, mais cet enfant peut décider d'aller de l'avant, de se reconstruire et de ne pas garder le poids de cet héritage. Oui, cet enfant peut décider de refuser l'héritage qu'on lui a transmis. Je lisais justement un article hier concernant une femme d'une trentaine d'années qui avait une phobie de l'eau. Impossible pour elle d'apprendre à nager ou encore de prendre un bain. En creusant dans le passé de sa famille, elle s'est aperçue que plus de 10 adultes étaient morts noyés en l'espace de 100 ans, et notamment son arrière-grand-mère dans des circonstances terribles. Une fois ce secret tabou révélé et avoué par sa mère, elle a décidé d'aller de l'avant, de dépasser cette crainte, cette peur. Elle a décidé de refuser l'héritage qu'on lui avait transmis. Alors oui, et encore oui, il est possible de refuser l'héritage que l'on nous a transmis, même celui qui apparaît indéniable au premier abord. Même si je maintiens qu'il est possible de refuser l'héritage que l'on nous a transmis, j'espère que vous accepterez celui que constitue mon discours. Merci. Mesdames, Messieurs, les jurés, organisateurs, public virtuel et contradictrices, ce n'est pas un sujet léger qui nous a été confié aujourd'hui. En effet, l'héritage, donc ce que l'on tient de nos prédécesseurs, peut déterminer tant quelque chose de matériel qu'un trait de caractère ou une croyance. Par conséquent, cet héritage prend toutes les formes différentes à la fois, et ses répercussions se voient dans tous les aspects de notre vie privée, nos loisirs, nos relations sociales, notre carrière professionnelle, nos opinions politiques, etc. Ainsi, je viens à peine de commencer mon discours que votre héritage personnel a déjà influé sur le fait que vous soyez ou non d'accord avec ma position quant à cette thématique. Bien sûr que de solides arguments et une bonne rhétorique pourront faire pencher la balance en ma faveur, au même titre que la belle prose de ma contradictrice l'a fait pencher en ma défaveur. Nous aimons tellement nous croire maîtres de nos actions, des êtres raisonnables qui agissent avec discernement, plus forts que les viles tentatives de manipulation, que nous avons tendance à complètement nier le poids de la transmission, c'est-à-dire l'influence de ces choses qui nous parviennent de manière passive et sans le moindre effort.
Ainsi, la balance avec laquelle vous nous jugerez aujourd'hui, et malgré toute votre bonne volonté, ne sera pas complètement équilibrée. Selon votre vécu, votre origine sociale, votre statut professionnel, vous tablerez ou non sur votre rapport à l'héritage et votre capacité à le refuser. Ces éléments sont notre compas dans n'importe quelle situation. Ils sont tellement constants qu'il est très difficile de prendre conscience de leur existence. Facile alors de nous croire indépendants une fois que notre histoire et notre héritage se sont fait complètement invisibles, qu'on les a niés, ignorés et reniés. D'ailleurs, c'est bien mon passé personnel qui m'anime pour défendre aujourd'hui l'irrévocabilité de cet héritage. Sans lui, je ne serais certainement pas en train de parler devant vous dans le cadre d'un concours de rhétorique. Qui l'eût cru, honnêtement. En effet, ce sont mes parents qui me payent le loyer depuis qu'en décembre, mon CDD s'est arrêté, me laissant ainsi tout le temps et la sérénité nécessaire pour continuer d'étudier, pour terminer l'année et pour ne pas décrocher. C'est ainsi grâce à eux que j'ai compris l'importance de m'informer, de me cultiver, de me spécialiser et de m'éduquer pendant 5 longues années. Si jamais, malgré tout ça, malgré tous ces efforts, malgré tout ce temps passé, lorsque je sortirai diplômée de cette université, si vraiment personne ne souhaite m'embaucher, alors c'est encore sur eux que je pourrai compter. C'est encore à leur porte que j'irai frapper. Quelle situation de privilégié, c'est bien les jeunes ça de plus vouloir bosser, vous me direz. Moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai mérité. Eh bien, je vous comprendrai, parce que c'est exactement ce que je me suis répété depuis ma majorité. Comme tout le monde, j'ai des choses à prouver. Moi aussi, je veux y arriver, et je veux y arriver par moi-même, tant qu'à faire. Aucune envie d'être une assistée. Alors j'ai travaillé, serveuse, caissière, vendeuse, j'ai un peu tout essayé. Et quand ça ne suffisait pas, j'ai emprunté. Et puis j'ai enfin eu mon diplôme, et là, ça y est. Je suis partie travailler à l'étranger, fini les salaires de stagiaire, j'avais tout gagné. Puis intervient le coronavirus. Et là, ça s'est corsé. C'est à ce moment-là que j'ai fini par admettre que j'allais avoir besoin d'aide, qu'il était temps de profiter d'un héritage qui s'impose à moi depuis toujours et de toute façon, sans que je ne puisse le refuser. Depuis même ma conception, puisque je ne suis pas née garçon. C'est ainsi qu'en intégrant jeune des postes précaires, j'ai vite senti le poids de l'histoire d'une société patriarcale. À mesure que l'on me considérait comme une employée de second rang dans un environnement misogyne. Du fait de mes géniteurs et de leur couleur dont j'ai indiscutablement hérité, je n'ai jamais vécu de contrôle d'identité. J'ai beaucoup moins de chances statistiquement d'être un jour incarcérée. C'est probablement aussi grâce à cela que j'ai pu aussi facilement travailler. Comme pour mon genre, ma situation privilégiée ne découle pas directement de mes caractéristiques génétiques. Il s'agit bien là d'un héritage social discriminatoire envers les catégories historiquement dominées que, malgré toute ma volonté, je ne peux refuser. Cette hérédité des caractéristiques déterminantes à la réussite est en contradiction la plus totale avec le modèle d'une méritocratie. Ainsi, cette réalité pourra facilement être considérée comme un discours de victimisation infondée. Le déni des inégalités structurelles est tellement plus facile à adopter. Le discours des self-made men and women qui ont forgé l'American Dream, l'idéal capitaliste par extension, ceux qui ont réussi grâce à des efforts acharnés, une motivation infatigable, une ambition sans limite, est tellement plus agréable à entendre. Et c'est exactement pour cela qu'on nous abreuve de récits palpitants, de success stories d'individus partis de rien qui incarnent aujourd'hui la définition de la réussite. Je pensais que ma contradictrice en aurait parlé, mais qui n'a jamais ici entendu parler de Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, fils de paysan qui vendait des allumettes à l'âge de 7 ans, et qui est parvenu à constituer une fortune de 47 milliards d'euros en 84 ans. Ou encore Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, refusé absolument partout où il mettait les pieds, de Harvard au KFC, et aujourd'hui reconnu internationalement comme un brillant homme d'affaires. Évidemment Mark Zuckerberg, qui créa les fondations de l'empire économique et politique que l'on connaît aujourd'hui depuis sa chambre d'étudiant. Ces happy ends surmédiatisés ne sont pourtant que l'exception qui confirme la règle. Du moins, si l'on accorde plus d'importance aux vérités statistiques qu'à quelques récits émouvants et autres speeches motivationnels qui pullulent. Ce genre de discours émanant de nombreux coachs digitaux qui vous répètent que la clé est en vous pour vous pousser à sortir votre carte bancaire et retrouver votre trousseau perdu. L'ascension sociale dans une société où toute forme de capital économique, culturel, social ou symbolique est souvent inégalement répartie, y est glorifiée à travers une procédure d'héroïsation suivie bien souvent d'une récupération politique savamment orchestrée.
La philosophe Chantal Jacquet, autrice d'un ouvrage sur les transclasses, cette partie de la population qui n'appartient pas à la même classe sociale que leurs parents, considère cette ascension comme l'alibi jalousé d'un système méritocratique défaillant, voire illusoire. Et le jeu des héritages, indépendamment du fait que l'on souhaite y participer ou non, ne fait que renforcer les disparités, génération après génération. Comme l'a également décrit Thomas Piketty, un économiste reconnu, le passé tend à dévorer l'avenir. Les richesses venant du passé progressent mécaniquement plus vite sans travailler que les richesses produites par le travail. Pourtant, la méritocratie, on y croit. Et on y croit dur comme fer, ce indépendamment de notre classe sociale. En même temps, c'est évident, à remettre en question le mérite, nous y perdrions toute forme de légitimité. Alors que l'on soit patron ou ouvrier, on s'accroche au moins à cette fierté d'y être arrivé tout seul, grâce à nos efforts qui ont enfin fini par payer. Je ne suis pas ici pour dénoncer. Je souhaite seulement dévoiler une réalité que nous nous complaisons à nier. Puisque l'on parle d'héritage, parlons un peu de celui que nous avons en commun, chère contradictrice. Pas seulement vous et moi. Je ne vais parler ni d'argent, ni même de capital cette fois-ci. Pour conclure cette plaidoirie, je souhaiterais parler d'avenir. J'ai consacré assez de temps aux divisions et autres inégalités. Je voudrais finir sur quelque chose qui nous rassemble. Je voudrais parler de notre héritage à tous. Celui qui a été constitué par des centaines de milliers de générations avant nous, celui qui a été vraiment malmené depuis à peine 2 siècles, et celui dont on commence tout juste à prendre la mesure de l'ampleur des conséquences sur notre futur. Je voudrais parler de cette belle planète bleue dont nous sommes tous les dignes héritiers. Je vais devoir parler également de l'urgence climatique qui l'accompagne depuis même pas un siècle. Vous imaginez si vraiment nous pouvions refuser l'héritage qui nous est transmis? Déjà, personnellement, j'endormirais mieux la nuit. Je pense aussi que la santé mentale des jeunes ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et vous allez peut-être me dire que je suis en boucle, mais encore une fois, ceux qui en pâtiront le plus sont encore une fois les plus démunis. Ainsi, dans l'héritage, il y a du bon et du mauvais. Malheureusement, on ne peut ni le trier, ni le refuser. Alors, pour transformer cet héritage en une force et vaincre le fardeau de l'urgence climatique, je pense que nous devrions changer notre rapport aux autres. Nous devrions apparaître plus unis et capitaliser sur notre humanité. Merci. Chère contradictrice, je vous remercie pour vos arguments, mais je ne peux m'empêcher d'être en désaccord avec vous. Tout d'abord, je souhaite ici souligner l'importance du libre arbitre, déjà évoqué dans ma plaidoirie, le libre arbitre qui permet à tout individu de faire des choix. La notion de liberté est à mon sens une notion clé dans ce sujet. Grâce à nos libertés, nous avons la possibilité de faire des choix, et ainsi de refuser un héritage. Nous ne sommes pas contraints d'accepter l'héritage que l'on nous a transmis. Quand vous parlez du poids de la transmission et que vous évoquez ainsi le déterminisme, et notamment l'éducation, vous évoquez une dépendance envers vos parents, mais nullement un héritage transmis par vos parents que vous ne pouvez accepter. En outre, je ne dis pas qu'il est possible d'oublier l'héritage que quelqu'un nous a transmis, comme par exemple les parents. Le refuser signifie ne pas le mettre en pratique, le délaisser, l'ignorer, mais pas l'oublier. Il est en effet impossible d'oublier un héritage transmis, qu'il soit génétique, qu'il soit culturel, familial. Mais tout individu a la possibilité, la liberté de choisir, de refuser son héritage. En outre, lorsque vous dénoncez notre société patriarcale, vous pouvez vous arrêter à cette société, mais vous pouvez également décider de devenir acteur, de refuser l'héritage de cette société que vous déclarez, que vous dénoncez comme misogyne. Et donc, vous avez la possibilité, une fois de plus, de refuser l'héritage que l'on vous a transmis. Dans le cadre de l'héritage génétique, il est en effet certes impossible d'y refuser de façon claire et nette. On ne peut pas dire non à une maladie génétique, aux gènes qui sont en nous, quoique aujourd'hui, il est aujourd'hui possible, outre le fait de pouvoir nier ou d'ignorer les gènes, comme je l'ai déjà expliqué, il est aujourd'hui possible de refuser des gènes par avance, avant la naissance, et de refuser ainsi un héritage génétique.
Par exemple, des parents dans certains pays peuvent choisir à l'avance les traits physiques qu'auront leurs enfants à la naissance, comme en France on choisirait un vêtement. Ces techniques d'eugénisme posent évidemment des problèmes moraux, mais quoi qu'il en soit, on peut refuser un héritage génétique. De plus, il est également possible de refuser son héritage, son identité, son état civil en quelque sorte, en changeant de prénom. Cela peut être le cas par exemple pour éviter de s'appeler Debbie quand notre nom est Scott, ou encore pour s'éloigner de ses origines. Il est possible donc de refuser l'héritage transmis à notre naissance, l'héritage de notre identité, afin de se reconstruire, d'échapper aux agissements de sa famille. C'est le cas par exemple du fils de Pablo Escobar qui a changé de nom afin de se détacher du poids que constituait ce nom, pour lutter également contre les agissements de son père. Dans ce cas précis, il a eu la possibilité de refuser l'héritage même de son identité. Enfin, quand vous parlez de l'héritage de l'avenir, notamment du poids écologique, il est clair et il est même certain qu'aujourd'hui on n'a pas le choix de prendre en considération la situation climatique, qu'on ne peut pas se voiler la face quant à son état et quant à l'héritage que nous ont laissé nos aînés. Mais je suis sûre qu'on peut refuser cet héritage en changeant les choses et justement en agissant. J'espère que mes arguments vous auront convaincus, chers jurys et chères contradictrices, que oui, il est possible de refuser l'héritage que l'on nous a transmis. Merci. Chères contradictrices, vous ne semblez pas comprendre quand je m'emporte dans de grandes remises en question de principes méritocratiques sur lesquels vous avez probablement basé toute votre confiance en vous. Alors je vais utiliser une plus petite échelle. Je vais prendre un cas concret auquel nous pourrons tous nous identifier en utilisant un exemple qui vous touche directement et dont vous ne pourrez contredire les éléments. Je vais maintenant me concentrer sur ces concours de rhétorique. Car indépendamment de nos divergences d'opinion, c'est bien cet amour des mots qui nous réunit aujourd'hui ici. Parlons d'abord de nous, les participants. Tous les étudiants de l'université ont été conviés à participer à cet événement. Et nous serons tous jugés selon les mêmes critères à la fin de cette argumentation. Voilà un bel exemple d'égalité des chances. Et pourtant, quelle homogénéité parmi les participants! Une homogénéité qui se joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord celle que l'on voit, celle qui est absolument évidente et que personne ne contestera. La majorité des étudiants qui défilent devant vous étudient le droit. Donc pourquoi? Est-ce que ce sont les seuls à savoir s'exprimer avec éloquence? Selon moi, certainement pas. Alors, ce sont sûrement ceux qui ont le mieux compris l'importance du discours, le poids des mots et l'enjeu derrière la rhétorique. Et pour avoir compris tout cela, l'intérêt de subir le stress de devoir plaider devant vous, messieurs, dames les jurés, aujourd'hui, au lieu d'assister à un énième cours Zoom depuis mon canapé, il est évident que notre héritage, les valeurs et les connaissances qui nous ont été transmises ont joué un rôle déterminant dans ce choix. Le discours est particulièrement discriminant. Beaucoup de sociolinguistes, comme Lucas Greco, se sont attelés à le démontrer. Notre manière de nous exprimer a non seulement un genre, mais aussi une couleur et même une origine sociale. C'est une compétence de celles qui ont le plus de pouvoir dans la société, celui de convaincre, mais également de celles qui sont le plus irrégulièrement réparties selon les différents milieux. D'ailleurs, le discours de nos dirigeants à ce sujet est très clair. Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal s'accordent à dire « lire, écrire, compter et être discipliné ». Voilà les fondamentaux sur lesquels repose l'éducation nationale. La capacité à s'exprimer, à convaincre, à rallier, ça non, ça n'est pas pour tout le monde. Ensuite, il y a l'homogénéité que l'on ne voit pas. Pas tout de suite, du moins. Cette homogénéité qui reflète les inégalités du quotidien. Celles avec lesquelles on cohabite si bien qu'on ne les voit même pas. Cette homogénéité, on ne la verra que si on la cherche, si on s'y intéresse et si on l'étudie. En effet, même vous, chers contradictrices, vous le reconnaîtrez, l'écriture d'une plaidoirie est particulièrement chronophage. Personnellement, j'ai terminé la mienne tout à l'heure. Il ne s'agit pas là d'un point péjoratif, même dans un monde où la productivité nous impose d'accélérer, d'aller toujours plus vite dans ce que l'on entreprend. C'est un exercice absolument enrichissant et je me réjouis d'avoir eu l'opportunité de m'y confronter avant de laisser définitivement derrière moi les bancs de l'université. Et parlons de ces sujets. Sélectionnés avec soin par une équipe de volontaires dévoués,
Quoi de plus passionnant que de pouvoir passer des heures à explorer la sociologie de Bourdieu, la philosophie de Spinoza, les études des cabinets statistiques. Gardons à l'esprit pourtant que cet exercice n'est pas qu'un effort. C'est aussi un luxe. Combien d'étudiants salariés ont pu participer à cet exercice des plus instructifs? Parfois contraints de mettre leurs études au second plan, dépensant tellement d'énergie à s'assurer un minimum de confort de vie quotidien, nous ne sommes pas tous dotés de la même manière. Et la reconnaissance de l'influence de notre héritage dans nos choix, du berceau au linceul, ne nous enlèvera pas notre fierté. Au contraire, la vraie fierté, celle qui est saine, celle qui nous fait avancer, découle de notre capacité à soutenir tous les héritiers, ceux qui nous ressemblent comme les autres, autant que les autres. Comme Nicolas Frémaux l'a expliqué, un enseignant-chercheur et économiste, les inégalités minent la cohésion de la société, surtout lorsqu'elles ne sont pas méritées ou perçues comme telles. Il semble difficile d'exiger de la part des citoyens une adhésion sincère à des institutions démocratiques si la naissance détermine les destins individuels. L'héritage est l'incarnation même de la plus parfaite de ces inégalités. Sauf que plutôt que d'agir afin de les réduire, de plus les étudier pour mieux les comprendre, nous préférons les invisibiliser pour mieux les nier. Nous invoquons cette belle valeur de mérite pour justifier les réussites et les échecs de chacun, pour que les perdants au grand jeu de l'héritage se murent dans la honte et se taisent, pour que les gagnants, les grands gagnants légitiment leur domination et renforcent leur puissance. Et vous, messieurs, dames les jurés, oui, vous allez aussi y passer, je ne doute pas de votre légitimité à juger la qualité de notre plaidoyer. En revanche, je ne peux croire à votre totale impartialité. Vous êtes vous-même d'une homogénéité déconcertante, et même si cela n'amoindrit en aucun cas votre compétence, il faut bien admettre que vous jouissez d'atouts héréditaires dans un système fermement hiérarchisé. Ces atouts, on ne vous a jamais laissé le choix que de les accepter ou de les refuser. Ils sont là, c'est un fait, et maintenant, c'est à vous de faire avec. Merci.